ce podcast, nous allons vous présenter une liste de 5 items chacun, ayant un leitmotiv commun et présent à la fois dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Puis, nous listerons ces éléments afin d'établir un classement non exhaustif, subjectif, mais honnête. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Give Me 5. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Mathieu Et Franck. et bienvenue pour le 4e épisode déjà de Give Me 5. Donc un épisode consacré aux villes fictives, comme annoncé dans le podcast précédent. Alors Franck, est-ce que ça va ? Bah écoute, oui, ça va. Je suis prêt à affronter ce nouvel exercice de podcast avec toi. Ça risque d'être un peu compliqué. Il y a pas mal de choses à dire sur les villes. Il y avait pas mal de choix de villes possibles et voilà. Donc, mais on va voir, ça devrait bien se passer. Et toi, comment vas-tu ? Moi ça va. Tout va bien, j'ai bien préparé le sujet, j'ai un petit peu galéré aussi. Enfin, je le dirai plus tard. Enfin, vous le verrez, de toute façon, je préciserai tout ça. Mais du coup, voilà, je pense que le sujet, du coup, est assez clair. Je pense qu'il n'y a pas besoin de précision. Les villes fictives, c'est des villes qui n'existent pas et qui ont été soit totalement créées pour les jeux vidéo ou pour le cinéma, ou alors c'est des villes qui ont été inspirées de villes réelles, du coup, des villes fictives inspirées de villes réelles. Voilà, sauf si tu as quelque chose à rajouter, mais là je pense qu'on peut commencer. Oui, on peut commencer. C'était pour une fois, le sujet est très clair. Bon bah du coup je te laisse commencer. Ok. Alors, donc je vais prendre ma petite feuille parce que j'ai essayé d'organiser ça. C'est pas très bien organisé, mais il y a de l'idée. Alors, sur la première ville fictive, une ville que tout le monde connaît. Alors, une ville, avant de vous dire le nom, qui a été créée en 1940, première fois qu'on en a entendu parler. Et là, moi, je vais vous parler de cette ville qui a été plusieurs fois représentée à l'écran, mais dans un film de 1989 qui s'appelle Batman. Donc, dans le Batman de Tim Burton. Et donc, la ville, c'est Gotham City. Donc alors, pour Gotham City, c'est la première ville, je pense, à laquelle j'ai pensé quand on a dit les villes fictives. Donc j'ai dit Gotham, c'est plutôt facile. Il y a plusieurs villes, dans l'univers DC, il y a plusieurs villes, mais Gotham est sûrement la plus connue, peut-être avec Metropolis, évidemment. Mais je trouve Gotham plus intéressante. Et donc là, j'ai choisi vraiment la Gotham qu'il y a dans les films de Tim Burton. Donc dans le Batman et Batman le défi ou Batman Returns en anglais, parce qu'après il y a eu sur Batman de Forever et de Nolan aussi. Voilà, et de Nolan. Bon, ce de Nolan c'est très inspiré de Chicago. D'accord. Voilà, c'est un mix entre New York et Chicago, et ça a été tourné à Chicago d'ailleurs. Et sur le Batman de Schumacher, c'est le Forever et Batman et Robin. Oui. C'est n'importe quoi. Tout est coloré, les bâtiments font 850 mètres de haut. Enfin, oui. Ça n'a pas de sens. D'accord. Ok. Ça n'a pas de sens. Du coup, dans l'univers de Batman, je trouve que ça fait très bizarre dans l'univers de Batman. D'accord. Parce qu'on reparlera de bâtiments très très hauts, mais pas pour Gotham. Donc okay. Du coup, donc si vous n'avez pas vu Batman de Tim Burton, je vous encourage à aller le voir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette ville ? Parce que je trouve qu'elle, dans le film, en fait, elle arrive à représenter et Batman et l'univers de Tim Burton de l'époque. C'est-à-dire vraiment cet univers noir qu'il avait Tim Burton, qu'il a, je trouve, un peu moins maintenant. Donc le concepteur, du coup, j'ai cherché un petit peu quand même, et le concepteur, du coup, s'appelait Anton Furst, que je ne connais pas, mais qui a gagné un Oscar pour son travail sur le film, quand même. Ah oui, quand même, oui. Voilà. Donc, du coup, c'est très... ça fait très ambiance de film noir, avec un côté un peu excentrique de film fantastique. Qui représente, du coup, Burton un peu... C'est ça représente Burton, et ça représente Batman, quand même, du coup, qui se balade toujours... la nuit, c'est un peu le principe de Batman. Il est beaucoup la nuit. Ouais. J'ai vu cette semaine et je sais pourquoi Batman se balade toujours la nuit. Parce que s'il se baladait en plein jour, d'accord, il prendrait des coups de soleil et vu la gueule de son masque, en fait, c'est-à-dire que Bruce Wayne aurait des marques de bronzage super chelou autour du visage. Ah oui, c'est vrai. Ça serait ridicule.
C'est vrai. Donc voilà, bon après, pour faire rapidement sur Gotham, c'est une ville malfamée, tout le temps. Alors ça fait des années, dans tous les comics que j'ai lus, dans tous les films que j'ai vus, Gotham c'est toujours une ville pourrie. Je me demande pourquoi les gens restent là. Pourris par la pègre, il y a des super vilains tout le temps, enfin, c'est horrible. C'est vrai qu'il n'y a pas une version où il y a où il y a des gens heureux à Gotham. Non, c'est toujours la misère, et toujours noir, enfin voilà. Et du coup, ça représente aussi ça. Je veux dire, dans ce film, la ville, et c'est un peu ce que j'ai essayé de choisir aussi dans les villes que j'ai choisies, les villes en fait sont vraiment une sorte de personnage du film. C'est-à-dire qu'elles incarnent le film. Du coup, quand tu regardes, tu sais déjà que tu es dans un film de Burton. Tu sais que ça va être sombre, qu'il va se passer des événements tragiques. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'est intéressant. Et puis du coup, c'est quand même une ville super connue, Gotham. Et voilà, ça a été tourné alors en partie en studio, et puis il y a eu des choses qui ont été tournées à l'extérieur, notamment pour le manoir Wayne. Voilà, il y a des choses qui ont été tournées dans des usines aussi de produits. Pour l'usine de produits chimiques où tombe le Joker là, dans Batman. Oui. Il y a c'était tourné dans une centrale électrique désaffectée. Voilà, dans différents lieux. Oui, il y a un mix entre lieux réels et fond vert et studio. Et studio plutôt, oui. Voilà. Okay. Voilà, ça c'est ma première ville, la Gotham City dans Batman et Batman le défi. D'accord, c'est une ville très intéressante. Je pense qu'il y a vraiment 30 milliards de choses à dire, mais je pense que ça ne tiendrait pas dans un podcast. Voilà, donc on pourrait faire un podcast de 5 heures sur juste... parlons de Gotham City. Voilà. Ouais. Ah oui, dans la série aussi, il y a une série qui s'appelle Gotham, d'accord, et c'est pareil, c'est tout pourri. Enfin, on suit là les aventures du jeune Gordon, qui travaille dans la police, qui n'est pas encore... commissaire. Qui n'est pas encore commissaire. La ville est encore pourrie. Oui. Mais du coup, c'est sur Netflix, c'est ça ? Elle est sur Netflix, non ? Elle est sur Netflix, oui. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est sortie, mais là, elle est sur Netflix. Toutes les saisons sont sur Netflix. Voilà. Et dans l'ensemble, j'ai pas... en tout cas, je sais que ça m'avait choqué ça m'avait marqué plutôt dans la série Gotham. Et j'ai pas forcément l'impression que ça soit dans les autres non plus représentations de Gotham. Que ce soit forcément qu'il y a un marqueur temporel. On ne sait pas forcément quelle année on est. Et en fait, c'est très visible dans la série Gotham, parce que on dirait par moment qu'on est dans les années 40 ou dans les années 50, et pourtant ils ont des téléphones portables. D'accord. Donc, mais c'est un parti pris artistique qui a été voulu pour dire en fait ça peut être n'importe quand. D'accord, ok. Voilà. Oui. Et je trouve que c'est pas spécialement connoté non plus. Il me semble pas. Après, je sais pas. Je me rappelle plus assez bien du film pour savoir est-ce qu'ils disent à un moment qu'on est en 1989 ou pas. Mais... Voilà, allez, parce que sinon on va parler pendant 3 heures et on nous a dit il faut faire plus court. Et avant on faisait 1 heure, la dernière fois on a dit il faut faire plus court, on a fait 1h30. Si on peut éviter de faire 2 heures. Oui, ça va de façon exponentielle. Donc, ok. Alors pour moi, pour le premier élément, alors juste pour précision, pour cet épisode concernant du coup les villes fictives, alors je me suis basé sur la définition suivante qui vient du Larousse. Ok. Pour être sûr, donc une ville c'est une agglomération relativement importante et dont les habitants ont des activités professionnelles diversifiées. Et sur le plan statistique, une ville compte au moins 2000 habitants agglomérés. Voilà. Voilà. Et de plus, je ne parlerai que des villes se situant dans des jeux auxquels j'ai joué. Donc pas de Royaume d'Hyrule, ni de Citadel, ou encore de Novigrad, pour ceux qui connaissent. Enfin, en gros, c'est ni de Zelda, ni de Mass Effect, et ni de The Witcher. Qui sont des jeux où du coup les open world et les villes sont vraiment développés à fond, mais vu que j'ai jamais joué, j'ai envie de me mettre personne à dos déjà, et de deux, voilà, il y a tellement de trucs à dire j'aurais dû y jouer vraiment, mais voilà, du coup j'ai fait que sur les villes des jeux auxquels j'ai joué. Alors donc pour la première, je vais vous parler de Rapture, la ville de Rapture qui est présente dans BioShock 1 et 2. Rapture donc fut une ville sous-marine construite par Andrew Ryan et nichant au fond de l'océan Atlantique. Elle fut le symbole de l'American Way of Life et fortement imprégnée d'une esthétique des années entre
30, 40, 50, où quand un homme travaille dur pour quelque chose, cela lui revient de droit. Le raisonnement scientifique et la logique devaient amener l'individu à s'accomplir, libérer de toute notion de collectivité, de peuple et de pauvreté. Donc il y a la robotique qui est extrêmement présente avec les protecteurs qui protègent les petites sœurs après. Et la recherche des végétaux aussi. La recherche des végétaux, ça fait aussi partie de leur recherche essentielle, et notamment avec la découverte de l'Adam, qui est une sorte de cellule souche instable, et du coup entraînant la création de plasmides, donc qui sont des modificateurs génétiques et autres fortifiants génétiques aussi. Donc en gros, qui font devenir les habitants, c'est des X-Men en gros. Donc voilà, donc les plasmides après, bon, c'est une grosse partie du gameplay du jeu. Donc cette cité vivant totalement en autarcie fut alimentée par le noyau volcanique Héphaïstos, leur prodiguant nourriture, eau et autres électricité. La population compta entre 10 000 et 100 000 personnes environ qui ont disparu de la surface de la Terre. Parce qu'en fait, on voit dans le jeu qu'il y a des articles où il y a beaucoup de gens qui sont à la surface de la Terre et qui disparaissent au fur et à mesure, on ne sait pas où ils vont, et du coup, ils vont à Rapture. Du coup, les déplacements entre les différentes structures se réalisèrent par le biais de bathysphères. Donc, c'est des sortes de sphères d'acier qui possèdent des hublots, dont une, alors ça c'est un vrai record, en 1934, qui est descendu à 934 mètres sous l'eau. Alors maintenant, vis-à-vis de maintenant, je sais pas, attends, c'est nul, mais à l'époque, déjà en 1934, c'était pas mal, quoi. Oui. En 34, c'est bien, oui. Là, je pense que là, c'est nul. Je crois que cette semaine, il y a eu un sous-marin un sous-marin russe, qui est descendu du genre à 10 000 mètres, un truc comme ça. Ouais, 900 mètres. Bon, c'est un peu pourri, effectivement. Donc ces bathysphères, ça sert de métro du coup pour se déplacer entre les différents bâtiments de la ville. L'accès extérieur à la ville s'effectue uniquement par le biais du coup d'une bathysphère qui se trouve dans un phare isolé sur une île isolée. Donc c'est le début du jeu du premier BioShock, avec une scène assez marquante quand on y joue. Du coup après on accède à ce phare, on sait pas trop où on va, et du coup on accède à cette bathysphère qui nous fait descendre. Ensuite, alors on a ce qu'on appelle le Gulch, alors qui est le terme qui se rapproche le plus des pensées éthiques et sociétales des habitants de Rapture. Donc en fait, ce terme apparaît dans l'ouvrage de Ayn Rand, nommé La Révolte d'Atlas, qui est un vrai livre. C'est un vrai auteur, du coup, qui a été inspiré, dont les développeurs se sont inspirés pour la communauté de Rapture. Du coup, ce mot, ça représente par conséquent une communauté souterraine, du coup, basée sur les notions de liberté, d'individualité et de droit de propriété. Mais du coup, ça n'a aucun rapport avec la communauté dite collective qui partage tout avec tout le monde. Et du coup, cette notion de non-partage et de non-collectivité, du coup, ça mène la ville à sa perte, étant donné qu'il n'y a aucune norme collective concernant la gestion des ressources. Du coup, toute la ville devint privée et un prix fut attribué au moindre des besoins et des services. Du coup, que ce soit l'eau, la nourriture, la santé ou les soins. Donc ceci mena à l'établissement d'un empire du crime mené par Frank Fontaine, une attitude élitiste et naïve de la part d'Andrew Ryan, qui avait peur du coup des parasites et des pauvres, et la révolte de la classe populaire. Du coup, il y a eu une guerre entre le peuple et Andrew Ryan, et qui mena du coup cette cité sous-marine à sa perte. Et du coup, pour finir, le nom de Rapture, c'est une référence au passage de l'enlèvement de l'Église, qui est présent dans le livre de l'Apocalypse. Et en fait, ce passage décrit du coup le transport des croyants vers le paradis, avant la grande tribulation. Et du coup, les tribulations, c'est des sortes d'épreuves plus ou moins désagréables, comme il y a dans Indiana Jones 3 quand il doit trouver le Graal. C'est ce genre de truc. D'accord. Et pour finir vraiment, du coup, je pense que la ville, c'est un peu le mythe de la caverne, mais inversé. C'est-à-dire que normalement, tu sais, c'est des gens qui sont dans une caverne, qui sont en communauté, et du coup, ils sortent pour s'élever seuls et pour profiter seuls de leur acquis, tout ça. Et du coup, ils vont vers la lumière, mais là, du coup, c'est l'inverse. D'accord. Ils vont sous terre pour profiter de ce qu'ils ont acquis en travaillant eux-mêmes. Voilà pour Rapture. J'essaie de... D'accord. Ok, c'est plein d'informations. Oui, ça permet de bien comprendre
Ça permet de bien comprendre du coup cette ville que je ne connaissais pas. Effectivement, comme tu t'en doutes, je n'ai pas joué à BioShock. À BioShock, oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, peut-être ça nous aidera pour aller plus vite un peu pour le... Oui, bah oui, plus les infos. Oui. Les infos qu'on a maintenant, on les dira pas tout à l'heure. Quoi. Voilà. Voilà, alors, à toi maintenant. À moi. Alors du coup, ma nouvelle ville... Alors, j'ai découvert en fait que cette ville, en tout cas le nom de cette ville, parce que c'est pas forcément la même ville, mais elle a le même nom, était utilisé dans Power Rangers Opération Overdrive, dans Sliders, dans Double Dragon. Mais moi, je vais vous parler de la version qui existe dans Demolition Man. Donc, un film de 1993 avec Sylvester Stallone et Sandra Bullock. Et c'est San Angeles. Et donc, c'est du coup, donc c'est une ville futuriste. Puisque là, du coup, Demolition Man, la partie futuriste se passe en 2032. Donc, c'est bientôt plus trop futuriste, hein, il reste plus que 12 ans. C'est vrai, c'est bientôt. Voilà. Et donc, c'est donc une ville futuriste, en fait, et c'est la contraction de San Francisco et Los Angeles. Donc, c'est une mégalopole qui a été créée, du coup, sur la côte californienne. Et donc, du coup, j'aime beaucoup Demolition Man. Et pourquoi cette ville-là parce que du coup, c'est une vision très optimiste du futur. Parce qu'on a souvent des visions pessimistes avec ça va être le blackout, l'apocalypse, on va avoir des villes gigantesques et de la pollution partout. Là, eux, ils ont pris le parti pris de faire complètement la différence. Complètement l'opposé, et de dire en fait, tout va bien, tout le monde est gentil. On ne dit pas de gros mots, sinon on a des amendes. On utilise 3 coquillages quand on va aux toilettes. Voilà. Et il n'y a pas de problème. La police, ils ne font pas de violence. Ils ne comprennent même pas comment ça fonctionne, la violence. Bon, après, tout l'intérêt du film, c'est que du coup, ils amènent deux personnages, donc issus des années 80, des années 90, parce que le film, il est sorti en 93, donc je pense que le début du film, ça doit être 93 ou un truc comme ça, ou peut-être un peu plus, mais... Ouais, c'est ça. Et donc ils amènent, comment il s'appelle, John Spartam et Simon Phoenix. Donc un super policier et un super méchant. Et ils les amènent du coup dans cette ville-là où tout est paisible, c'est vraiment utopique, où il se passe rien, où il n'y a pas de contact physique pour se dire bonjour, qui serait très pratique au vu de la situation sanitaire actuelle. Les gens n'ont pas de masque, mais ils ne se touchent pas. Donc voilà, et du coup je trouvais que c'est une vision pour une fois un peu rigolote et qui change, même si au final on se rend compte assez vite dans le film que pour créer ça, on est quand même sur une base totalitaire, et même si du coup tout le monde tout va bien pour tout le monde, mais les gens n'ont pas forcément toute la liberté qu'ils sont censés avoir, la liberté de penser, la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et ils sont plutôt réduits à l'état d'enfants. Parce qu'ils ont Voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a un double tranchant quand même, et un revers au truc. C'est ça, et on sent que le créateur de la ville, alors j'ai oublié le nom du gars, mais le créateur, en fait, a pas des intentions... C'est le doyen, non ? C'est ça, oui, c'est le doyen, il a un nom, mais j'ai oublié son nom, c'est pas très important. Mais il n'a pas forcément des bonnes intentions. Donc voilà. Donc c'était ma ville. Par contre, ils ont un super système pour allumer les lumières, par contre. Ils ont un super système pour allumer les lumières, et je trouve que j'utilise le même pour allumer les lumières, et grâce à la technologie, maintenant, quand j'arrive chez moi, je peux dire illuminer, et les lumières s'allument. Et ça, c'est plutôt classe. Voilà. Enfin, ça n'a ravi que moi quand j'arrive chez moi, mais je suis très content. Ça me fait rire à chaque fois. Je pense que c'est une des premières programmations que j'ai faites avec l'enceinte connectée. La première chose que j'ai faite, c'est de dire, là j'ai des enceintes, j'ai des ampoules, je peux les allumer en parlant, il faut qu'elles s'illuminent, je vais dire illuminer. Et ça marche plus, mais avant je pouvais dire aussi désilluminer pour qu'elles s'arrêtent, mais là ça marche plus, il faut que je les reparamètre. Okay. Donc voilà. Donc ma deuxième ville, c'est San Angeles dans Demolition Man. Ok. J'étais surpris, j'étais surpris de savoir que San Angeles existe dans d'autres films ou dans d'autres séries. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui, mais du coup, c'est pas la même ville, c'est juste le même nom. C'est juste le même nom, ouais. Voilà, c'est juste le même nom.
Mais c'est pas la même ville. Il n'y a pas de... Non, Ils bah, se c'est sont juste pas inspirés ou il n'y a pas de... Non, ils se sont pas inspirés. C'est juste, je pense, le principe de dire, en fait, dans le futur, Los Angeles et San Francisco. et San Francisco, voire San Diego, en fait, vont fusionner et vont faire... Non, mais c'est San Francisco dans Demolition Man. Mais San Francisco ou San Diego, enfin, toutes ces villes vont fusionner et faire qu'une seule mégalopole, quoi. Mais bon, du coup, c'est une mégalopole qui fait 100 bornes, quoi. Enfin, c'est super grand. C'est vrai. Ouais, non, c'est... Voilà. Donc voilà. Alors, donc pour moi, pour ma deuxième ville fictive, je vais vous parler de Dunwall, qui est présent dans les jeux Dishonored. Alors, donc Dunwall est la capitale de l'île fictive de Gristol. C'est une cité dite baleinière en raison de son activité principale. En effet, des chalutiers baleiniers passent leur temps à ramener de l'huile de baleine, principal carburant alimentant la révolution industrielle de l'île. Donc, révolution industrielle mise en marche lorsque le philosophe Edmond Roseborough mit en lumière l'utilisation de l'huile de baleine en tant que carburant. Cette ville portuaire fut bâtie sur d'anciennes ruines d'une civilisation ayant vécu 1000 ans auparavant. Cette civilisation justement vénérait l'Outsider, donc qui est une sorte d'être mystérieux et surnaturel aux valeurs et volontés ambiguës. De plus, il propose du coup... parce qu'en fait, l'Outsider, en gros, c'est le reflet du joueur sur ses choix de gameplay et ses choix moraux concernant ses actions. Parce que par exemple, à un moment, il propose sa marque à Corvo. En fait, c'est est-ce que tu veux jouer avec la marque et ça va te faciliter la vie, mais du coup, tu vas peut-être pas avoir la meilleure fin du jeu. Il va avoir des choix moraux que tu vas peut-être pas assumer de faire. Voilà. Donc en gros, l'Outsider, c'est ça. Socialement, Dunwall fait preuve d'un profond clivage et d'une xénophobie tenace. Encore une ville sympa. Ouais, on est bien. Ouais, ouais, San Angeles, c'est bien. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, je reviens avec... Voilà. Donc ainsi, on peut y retrouver d'une part une société aristocratique consanguine se livrant à des réjouissances orgiaques. Donc ils n'ont aucun souci quant à l'acquisition de soins vitaux ou autres remèdes contre par exemple la peste qui sévit sur toute la ville. Et d'autre part, nous avons la classe moyenne, livrée à elle-même, délaissée du gouvernement et du pouvoir mis en place. Cette tranche de la population est encouragée à rejoindre soit la marine, pour les adultes, ou l'abbaye du Kidam, donc pour les enfants, et qui fait office de croyance locale et offre une protection contre la peste. Donc la garde urbaine officie en tant qu'autorité principale. Cette dernière possède une unité spéciale, ce qu'on appelle les Tall Boys, qui sont des sortes de soldats en armure assez lourde, armés de flèches explosives et marchant sur des échasses motorisées. Et dont ces dernières, donc les échasses, sont alimentées par de l'huile de baleine. En fait, c'est les ennemis qu'on voit dans les trailers du premier Dishonored. C'est un peu ce qui était mis en avant. Donc la garde urbaine, elle est épaulée par la patrouille de Vrenhaven et des armées combinées de l'Empire. Et en plus ce qu'on appelle les superviseurs de l'abbaye de Kidam, qui servent de police civile et du coup qui traquent ce qu'on appelle les hérétiques, il y a de nombreux gangs criminels qui jalonnent la ville à l'image des Anguilles Mortes, le gang de Bottle Street ou des Chapeliers. Du coup, pour finir, l'architecture de la ville, c'est un mélange d'architecture gothique, comme avec le monument le Golden Cat qu'on voit dans le jeu, victorienne avec le manoir des Boyle et industrielle avec par exemple la Dunwall Tower. Technologiquement, la ville, elle est plutôt avancée, mais bon, comme tu l'auras compris, pas dans toutes les parties de la ville. Donc il y a des canots à moteur et des baleiniers qui composent en majorité le paysage logistique interne et externe de la ville. Et du coup, pour le chauffage et l'éclairage sont présents, en plus des ce qu'on appelle des portails et pylônes foudroyants, qui sont en fait qui scindent un peu les différentes parties de la ville. Et après, bon, c'est une justification au gameplay. Est-ce qu'on décide de passer à travers, entre guillemets, le portail foudroyant en essayant de le désactiver et d'y aller de façon plus musclée, ou alors on peut trouver un moyen de le contourner de manière plus furtive. Voilà pour cette ville fort sympathique, encore une fois.
Ah, c'est ça, Ouais, c'est une vraie joie la ville. C'est un bon sujet. Oui. Ça donne envie d'y aller. Donc voilà, à toi, sauf si tu as pour ton troisième. Non, je vais continuer. Alors, ma troisième ville. Ma troisième ville est une ville que tu connais bien. Enfin, tu n'es pas allé, mais tu connais bien la ville. Alors, c'est une ville que, du coup, dont je vais vous parler sur plusieurs époques, parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt de cette ville. Pourquoi est-ce que je l'ai choisie ? Parce que, du coup, on voit son évolution sur plusieurs années. On voit son évolution, on part de 1885, on la voit en 1955, on la voit en 1985, de deux manières différentes en 1985, et en 2015, qui, à l'époque de la sortie du film, parce que le film est sorti en 1985, était le futur 2015, et bien sûr, évidemment, vous avez reconnu les retours vers le futur, et donc la ville, c'est Hill Valley. Donc voilà, donc, du coup, c'est la ville de Hill Valley, la ville où se passe l'action de Retour vers le futur. Et encore une fois, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la ville est une sorte de personnage de l'histoire, puisque du coup, on peut voir son évolution. Ils font des rappels sur différents points de la ville. Il y a des points qui sont ressemblants, justement, pour dire qu'en fait, la ville a évolué. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? Il y a le clocher de l'hôtel de ville, l'horloge de l'hôtel de ville. En 1985, on voit qu'elle est arrêtée parce qu'il y a eu 30 ans avant la foudre qui est tombée sur l'horloge de l'hôtel de ville à 22h02, il me semble. Pas 10h04, je me rappelle plus. 22h04, je crois. 2 minutes. Il faudrait que je le revoie. Ouais, il y a le café du coup aussi qu'on voit qui change. Je sais pas si t'allais en parler, mais. Voilà, le café qui en 85. En 85, c'est un. C'est pas un. En 85, c'est un studio de danse, non, un truc comme ça. Non, il y a un studio de danse, on voit le studio de danse, il y a un café. Je crois que c'est un studio de danse, ouais, parce qu'après on le voit, ouais. Il y a le studio de danse, voilà, en 55, c'était un café, et en 2015, quand il va dans le futur, c'est un café qui reprend en plus, il est censé reprendre l'esthétique des années 80. Voilà, c'est assez ridicule. Et voilà, donc c'est ça l'intérêt en fait de cette ville, c'est que du coup, il y a plusieurs aspects de cette ville en fait et de tout Retour vers le futur, où ce qui est rigolo en fait, que sont amusés à faire les créateurs, c'est justement de voir l'évolution. De voir l'évolution de la ville, de voir l'évolution des marques, l'évolution des habits, l'évolution des voitures, l'évolution du skateboard. Créé par Marty, du coup, hein, donc si on danse. Créé par Marty, c'est ça. Accessoirement, au passage, il crée le skateboard. Donc voilà, donc c'est Hill Valley. Et alors sur ce qui existe en vrai, il y a, là, je crois que la plupart en fait a été tourné en studio, notamment du coup la place centrale où il y a l'horloge de l'hôtel de ville et où il y a le café et le garage, etc. Ça a été tourné en studio à Los Angeles et pour le coup je l'ai vu en vrai. Ah oui, d'accord. Et ça j'étais hyper content. Et c'est le même studio, enfin le même décor qui sert dans Gremlins. Ah oui. Au début de Gremlins, on voit qu'on est dans la ville et qu'il neige, et en fait c'est exactement le même décor qu'ils ont utilisé pour Retour vers le futur. D'accord. Ah ouais. En plus je l'ai vu il y a pas longtemps, ouais, d'accord. Donc voilà, Hill Valley. D'accord. Ok. À moi pour ma troisième, c'est ça ? Oui. Oui, troisième. Oui, attends, juste, alors je reviens juste, j'ai oublié un truc sur Hill Valley, parce qu'on a fait un point sur comme ça nous évitera de faire des points tout à l'heure, sur la dangerosité de la ville. Dans l'ensemble, c'est plutôt tranquille. D'accord, sauf dans le... Alors, en 1885, c'est quand même le Far West, alors il y a des bandits, etc., mais ça reste une ville plutôt peinarde. Et il y a un 1985 alternatif où Biff Tannen a pris le contrôle, et là, effectivement... c'est moins tranquille. C'est moins tranquille. Il y a des bikers partout, c'est la zone, tous les quartiers pavillonnaires, c'est des banlieues où les gens se font tirer dessus en pleine nuit, les gens sortent avec des gilets pare-balles, Mais sinon, dans les versions normales de la ville, pas quand elles ont été détraquées, quand le continuum espace-temps a été détraqué par Biff, c'est plutôt une ville tranquille, où ça va à peu près, quoi.
C'est vrai, oui. Voilà, pour éviter de faire un point tout à l'heure on fait des points sur la dangerosité de chacune des villes. Ouais. Moi j'ai plutôt des villes tranquilles, toi t'as des villes horribles. Ouais, et puis ça va pas s'améliorer. Alors, du coup, en parlant de villes en apparence tranquilles, je vais vous parler du coup de The City of Glass qui est présent dans Mirror's Edge. J'en avais un petit peu parlé avant dans les autres podcasts. Donc Mirror's Edge, on a eu le premier qui est sorti en 2008 sur PS3, 3.6 et PC. Puis après on a eu Catalyst en 2016. Et entre-temps on a eu aussi le comics Mirror's Edge Exordium. J'en parle parce que du coup les informations que j'ai pris, en fait c'est tout basé du coup sur le comics Exordium et Catalyst. C'est des événements qui ont été créés, c'est ce qui a été développé après le premier. Donc voilà. Donc The City of Glass est une ville située dans la région fictive de Cascadia. Donc pour précision, Cascadia n'a rien à voir avec la biorégion située à l'ouest des États-Unis, au cas où il y en a qui tiltent. Donc avec ses 14 millions de citoyens, elle devient ainsi la 3e plus grande ville de la région de Cascadia sur 8. Donc cette ville, ainsi que les 8 autres, sont gouvernées par The Conglomerate, donc un syndicat comportant 13 maisons d'entreprise. Donc il y a ce qu'on appelle les 12 originales, plus la maison Raiken qui s'est greffée par la suite. Donc fut un temps, à l'emplacement de la ville se trouvait un village balnéaire dont l'activité économique était axée surtout sur la construction de bateaux et sur la pêche, jusqu'au jour où il y a eu la réforme technologique. Du coup, cette dernière attira de nombreux développeurs de software à la recherche d'un endroit tranquille, loin des mégalopoles. Mais du coup, cependant, suite à de nombreuses lacunes sécuritaires gouvernementales, la ville fut sujette à des attaques terroristes et après une suite d'événements narratifs comme l'avènement de la dictature Omnistat, le soulèvement des Kruger et une guerre civile, donc qui sont tous présents du coup comme je l'ai dit dans le comics Exordium et dans Mirror's Edge Catalyst, The Conglomerate établit un contrat avec l'entreprise CC Corps visant à transformer la ville en un modèle de la nation et en faire la plus merveilleuse des villes de Cascadia. Bien évidemment, ce projet urbain fait de jardins de cristal et de bâtiments avant-gardistes cache des têtes pensantes avec une attitude autoritaire extrême. Donc par exemple, il y a des panneaux du conglomérat qui sont présents partout dans toute la ville et un contrôle plus ou moins subtil des foules est mis en place. Concernant l'énergie, c'est Everdeen Energy qui s'en occupe, avec notamment l'extraction de l'uranium et des usines de fission, mais il galère à trouver une source d'énergie pérenne par rapport à la demande gloutonne de la région, et surtout du conglomérat qui prennent toutes les ressources. Et c'est un peu aussi pareil pour l'approvisionnement en eau douce, parce qu'il y a des usines de dessalement qui sont présentes, mais du coup, qui sont présentes et il y en a d'autres qui sont programmées pour être mises en place, mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup trop par rapport à la demande du conglomérat. Et du coup, le conglomérat insiste pour que ça se sache pas et que tout soit réglé, que le conglomérat puisse continuer à être alimenté, mais voilà, on sent qu'il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Et du coup, alors au niveau des tranches de population, donc c'est séparé en 3 lignées. Donc on a la première lignée qui comprend les outcasts et les off-grids, qui sont des personnes effectuant des travaux forcés ou vivant hors de la société, un peu comme John Rambo. Ensuite, on a les low-caste qui vivent principalement dans les mines, dans les dômes alimentaires et autres usines. C'est eux qui s'occupent du coup, par exemple, qui opèrent dans les usines d'énergie ou du coup des usines de traitement d'eau douce. Donc ceux qui subissent un peu les pressions du conglomérat. Donc les low-caste. Donc ils ont peu de droits et considérés comme sacrifiables. Ensuite, on a la deuxième lignée qui inclut la mid-caste, donc la majorité, c'est des employés urbains qui opèrent dans les centres de services et autres complexes civiques. Donc, ils passent leur temps à travailler de peur que quelqu'un prenne leur place et leurs droits. Ça, c'est la classe moyenne. Ensuite, on a la high caste, la caste ordinaire, la plus aisée, incluant des individus qui exercent des postes à responsabilité.
Et du coup, suite à leur vie de riches, eux, ils prennent le risque d'être abattus. Et ensuite, on a la troisième lignée, donc vraiment le haut du panier, qui inclut les execs, donc c'est des sortes d'administrateurs et dirigeants dont le pouvoir et l'influence est vraiment considérable, mais qui n'appartiennent pas aux corporate houses. Et donc, les maisons d'entreprise, donc les corporate houses, c'est ceux qui dirigent Cascadia et vivent dans le luxe indécent et ne sympathisent en aucun cas avec les classes inférieures. Voilà. Donc voilà pour cette ville, pour l'organisation un peu de cette ville, donc en apparence sympa, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent un peu en touriste, qui sont attirés par cette ville de glace, de lumière, machin et tout, un peu élitiste, sympa. Et après, du coup, ils demandent à être mutés, sauf qu'après, ils se rendent compte que c'est un peu totalitaire, quoi. Donc voilà. Et donc après, c'est pour ça qu'on joue et qu'on essaie d'arrêter ça après, voilà, dans le jeu. Donc voilà pour cette ville sympathique, encore une fois. D'accord. Du coup, c'est à moi. Pour ma quatrième ville. Oui. Alors, ma quatrième ville, du coup, alors, elle est censée être dans le futur, mais du coup, on a dépassé ça, puisque l'action du film se passe en novembre 2019. Alors, qui est censé être le futur alors, c'est issu d'un roman qui, lui, est sorti en 1966. Et ce roman, je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises, s'appelle « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» par l'auteur Philip K. Dick, qui est un très grand auteur de science-fiction. Et le film s'appelle Blade Runner. Et la ville en question, c'est Los Angeles. Alors effectivement, c'est une ville qui existe. Mais donc là, c'est le Los Angeles. Comment, de la manière dont Philip K. Dick... Alors, du coup, j'ai pas lu le bouquin, donc je sais pas si lui l'imaginait comme ça. Mais c'est dans le film Blade Runner de 1982. Donc du coup, c'est un mix entre ce qu'avait imaginé Philip K. Dick et la version du film de Ridley Scott. Donc comment ils imaginent en fait Los Angeles en 2019 sur un roman qui est écrit en 66 et sur un film qui sort en 82. Donc pour le coup, c'était vraiment le futur pour eux, qui pour nous est maintenant le passé. Ça fait encore plusieurs fois où les films de science-fiction et d'anticipation deviennent le passé pour nous. Mais on n'a pas de voiture volante, alors qu'ils ont des super voitures volantes dans le film. Pas encore. Et du coup, pourquoi cette ville-là ? Parce que déjà Blade Runner, c'est un des plus grands films de science-fiction de tous les temps. Hein. Voilà, on pose ça là. C'est tout. C'est pas mal. Voilà. Et donc c'est une ville du coup au climat pluvieux où la quasi-totalité en fait de la faune a disparu, et avec des très grands bâtiments, des bâtiments très hauts. Donc en fait c'est assez noir et en même temps les bâtiments sont lumineux. Il y a une esthétique très particulière en fait dans ce film-là et dans cette ville-là, avec du coup des bâtiments qui sont vraiment immenses. Hein. Je parlais tout à l'heure il faut avoir des bâtiments immenses. Là ils sont vraiment très très grands. Et Blade Runner et l'esthétique de Blade Runner et les idées qui se passent dans Blade Runner ont été repris dans énormément de films. Et vraiment, on sent que c'est un point d'ancrage pour les créations suivantes. Voilà, donc des les inspirations artistiques. Clairement, la ville du 5e élément, c'est clairement une reprise de la ville de Blade Runner. Il n'y a pas de... Ouais. D'accord. Donc j'ai failli parler de la ville du 5e élément, je ne sais plus quelle ville c'est dans le 5e élément. Mais je préfère parler de Blade Runner, alors c'est beaucoup moins gay, moins rigolo, mais c'est la ville de base, quoi. Donc c'est Los Angeles en 2019. C'est un super film avec une esthétique noire et avec des couleurs et visuellement, en fait l'idée c'était de s'inspirer en fait des films noirs. Donc, voilà, ce qu'on appelle le courant des films noirs, pour suivre du coup Harrison Ford, qui joue Deckard dedans et qui traque les répliquants. Et l'idée c'est que il mène une enquête à la manière des films noirs en le projetant dans le futur. C'est-à-dire que, du coup c'est vraiment le film noir qui rencontre le futur, mais un futur un futur triste, sombre, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il pleut, mais il y a beaucoup de lumière. Il y a vraiment visuellement, c'est magnifique. Et dans la suite du coup Blade Runner 2049, alors on peut aimer le film ou pas,
même l'idée qu'ils aient fait une suite ou pas à ce film, mais on peut pas renier que visuellement le film est aussi magnifique, quoi. C'est le chef-op, c'était Roger Deakins, qui a eu un Oscar et pas qu'un, je crois, mais il a eu un Oscar pour celui-là, il me semble, et c'est vraiment magnifique, quoi. Donc voilà, donc c'est Los Angeles en 2019 dans Blade Runner. D'accord, ok. C'est vrai que moi j'ai pas vu le 2, enfin le 2, la suite. Il faudrait que je le voie. Oui, ouais, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, mais c'est très contemplatif, quoi. Alors que c'est un peu long, ça dure quasiment 3 heures, quoi. Ah oui, c'est un peu long, oui. Mais c'est contemplatif, quoi. D'accord, ok. C'est lent, mais c'est beau. Voilà. Et il y a Harrison Ford. Oui, c'est vrai. Bon, ok, ça se tient. Ok. Bon, alors moi, du coup, je vais vous parler de la 4e ville, déjà, donc, qui est présente dans BioShock Infinite. Donc, je vais vous parler de la ville de Columbia. Donc, BioShock Infinite, du coup, c'est la suite de BioShock 2. Du coup, ça a rejoint... ils ont essayé de faire rejoindre narrativement les événements de BioShock et de BioShock Infinite. Parce qu'il y a eu 3 ou 4 ans, je sais plus, entre le... Je crois qu'il y a eu 3 ans entre BioShock 2 et Infinite, parce que du coup, ils préparaient Infinite, et du coup, parce qu'ils ont développé du coup la ville de Columbia, dont je vais vous parler maintenant. Donc Columbia est une ville flottante et le décor du coup des événements de BioShock Infinite. Cette ville fut commandée en tant qu'objet par le gouvernement des États-Unis et fondée par Zachary L. Comstock, aussi nommé le prophète ou Père Comstock, et également fondée sur les travaux de la physicienne quantique Rosalind Lutece. Donc la cité fut achevée en 1893 et devint indépendante en 1903. Suite à de nombreux événements qui se passent dans le jeu. La ville fut construite dans le but de symboliser les idéaux politiques et religieux des États-Unis et dépeindre la prodigiosité américaine. Vaste programme. Rien que ça, ouais. Oui, voilà. Donc la ville se compose d'un ensemble de bâtiments de style néoclassique, en référence à ceux présentés lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893, qui fut une vraie exposition sur le coup. La ville flotte grâce au principe de lévitation quantique et du champ de Lutece. Donc dans l'idée, la physicienne, donc énoncée juste avant, a réussi à isoler un atome dans les airs, pouvant le maintenir dans une attitude particulière, et du coup ce dernier n'étant pas affecté par les effets de la gravité. Et du coup les objets en contact avec la particule de Lutece peuvent bénéficier de ces effets. Et du coup, en plus, Rosalind Lutece construit, au cours de ses expérimentations, un appareil capable d'interagir avec les mondes parallèles par le biais de brèches temporelles. Du coup, c'est sur ça que se repose aussi plus ou moins le scénario du jeu. Du coup, la ville dispose de divers moyens de transport, comme des zeppelins, des aéroglisseurs, ou pour les plus aventureux, des skylines, qui sont en fait des sortes de rails aériens, à l'origine utilisés pour le transport de marchandises, mais qu'après on utilise dans le jeu, notamment via le skyhook, donc une sorte de crochet qui est après un des éléments principaux du jeu, qu'on voit dans les trailers et voilà, qu'on utilise pas mal. On peut aussi noter la présence de ponts automatisés qui viennent lier les différentes parties de la ville durant certains horaires programmés. Donc c'est assez classe quand on voit dans le jeu. C'est contemplatif du coup, pour prendre le terme de tout à l'heure. Du coup, il y a plusieurs croyances et philosophies qui régissent la ville, à commencer par les fondateurs. Donc eux, ils adorent aveuglément le père Comstock et sa prophétie, et perçoivent en Elizabeth, sa fille, donc c'est celle qu'on doit sauver dans le jeu, l'agneau de Columbia, ayant pour dessein d'achever le destin de la cité mobile. Et du coup, les fondateurs, ils vénèrent également George Washington, qui est le symbole de l'épée, du pouvoir et de la justice, Thomas Jefferson, qui est le rouleau de la loi et de l'ordre, et Benjamin Franklin, qui est la clé de l'industrie. Donc ils sont tous considérés comme des pères iconiques. Ensuite, on a les membres de l'ordre fraternel du Corbeau, qui sont eux un peu la branche radicale des fondateurs.
parce que leur principale activité est en fait d'assassinat de la Vox Populi, qui est une autre caste du jeu. Ils vénèrent John Wilkes Booth et mettent à mal la figure d'Abraham Lincoln. Alors, et je crois que de mémoire... John Wilkes Booth, c'est le tueur l'assassin d'Abraham Lincoln. Voilà, du coup, ils aiment pas trop ce que représente Lincoln. Du coup, voilà. Et il y a aussi le bouddhisme qui est présent dans la ville, mais qui est très discret et qui est surtout pratiqué par les immigrants chinois de la ville. Et ensuite, tu as le darwinisme et les évolutionnistes qui sont également présents, mais très mal perçus par la majorité des habitants. Voilà, pour cette ville particulière. Et ce jeu particulier où j'ai pas réussi à tout capter les événements qui se passent avec ces histoires de failles temporelles et de je me balade et on essaie de lier tout ce qui se passe. Voilà. Mais voilà, du coup pour cette ville, mais qui est très jolie par contre, très jolie. Elle est très jolie. En fait, le fait, c'est qu'elle paraît vraiment crédible. Le fait qu'elle lévite avec cette explication de lévitation quantique et tout, c'est très crédible. Et du coup, c'est plutôt, à part le fanatisme religieux des gens, hein, c'est plutôt calme comme ville. C'est un peu comme Rapture. Je pense que c'est mieux géré que Rapture, du coup, au niveau de... C'est le même principe, hein, c'est-à-dire que c'est... les trucs, les droits de propriété et tout ça. Mais en apparence, c'était plutôt... après, ils sont quand même vraiment sous le contrôle du père Comstock, quoi. D'accord. La majorité des gens, voilà. Voilà, ça, il y a une sorte de fanatisme religieux, mais après, l'ambiance de la ville, c'est plutôt... c'est quand même malsain. Enfin, c'est-à-dire, tu sens que c'est pas... Oui, d'accord. C'est quand même... Tu sens qu'il y a des trucs qui se passent, c'est pas Hill Valley. Voilà, c'est... Ok. Donc voilà pour cette ville. Alors, du coup, pour ma dernière ville, alors je crains qu'elle ne rentre pas dans la définition du Larousse de la ville. Mince. Voilà. Mais je vais quand même la faire, hein. Parce que du coup, j'ai pas d'autres villes sinon. Ouais. Sinon, ça sera un give me fort. Sauf si du coup, quoi qu'on peut faire, on peut dire du coup, on peut dire en fait, non, ça rentre pas dans la définition et je me suis trompé et on ne rentre pas dans le truc et automatiquement, elle sera reléguée au dernier rang. Faut voir. Ça peut être une possibilité, ouais. Parce que effectivement, alors la ville en fait s'appelle en français Hobbitbourg, en anglais Hobbiton, mais en français il y a Hobbitville aussi. Effectivement, c'est un village de la comté, alors qu'on retrouve du coup dans le Seigneur des Anneaux, donc dans la Terre du Milieu, dans le Seigneur des Anneaux, du coup dans le Hobbit aussi, donc qui sont issus de romans. Donc dans le Seigneur des Anneaux, en fait, donc la première fois qu'on en entend parler, enfin je suppose que c'est la première fois qu'on entend parler de cette ville-là dans la Terre du Milieu, parce qu'il a écrit beaucoup de bouquins, Tolkien, et je vous avoue que je les connais pas tous. Donc on va supposer que c'est ça. Dans le Seigneur des Anneaux, ça a été écrit en 1954. Et la version cinématographique, la première version qu'on voit en tout cas en réel, et pas en image ou en dessin animé, c'est en 2001, dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et donc c'est la première ville qu'on voit, donc bon, on va dire c'est un village, hein, effectivement. C'est le premier village qu'on voit, c'est le lieu d'habitation des hobbits, dans ce peuple de gens tout petits. C'est le foyer donc de Bilbo et Frodon. Donc ce sera les deux hobbits principaux des deux sagas, des deux trilogies. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette ville ? Parce que, c'est un village. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça ? Parce que c'est calme. Tout est très calme. Ils n'ont pas de problème, les hobbits. Ils passent leur vie. Alors ils travaillent quand même, mais après ils passent leur vie à manger, à fumer la pipe. C'est super beau. Donc ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, hein, comme l'intégralité en fait des deux trilogies. On peut voir cette ville alors, en vrai en fait, parce que pour le tournage de la trilogie du Seigneur des Anneaux, ils l'ont tourné sur place, en extérieur, et ils avaient fait en fait des décors un peu en carton-pâte. Et quand ils sont retournés
pour tourner le Hobbit, la trilogie du Hobbit. En fait, ils ont refait au même endroit, mais là en dur. Ils ont tout refait en dur. Donc du coup, la ville existe toujours. D'accord. Et le gars à qui appartient le terrain, en fait, maintenant, il s'en sert et ils font des visites. Donc tu peux visiter en vrai, et j'ai des amis qui l'ont fait, visiter en vrai quand tu vas en Nouvelle-Zélande la ville, le village de Hobbitbourg. Voilà. Et du coup, c'est plutôt classe, quoi. Et alors, c'est le village des Hobbits et c'est à Matamata en Nouvelle-Zélande. Voilà. Je sais pas où c'est en Nouvelle-Zélande, mais voilà. D'accord. Donc c'est voilà. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu, et si vous n'avez pas vu, voyez Le Seigneur des Anneaux. C'est peut-être très long, mais c'est vraiment super génial. Donc, c'est un village avec des trous, parce que c'est là où vivent les hobbits. Ils vivent dans les trous, dans les collines, dans les montagnes, dans des petits monts, avec des petites portes rondes. Et donc, c'est un village très verdoyant, voilà, avec des gens qui savent faire, qui vivent leur vie, qui ont plusieurs petits déjeuners, qui fument la pipe. Oui, c'est vrai qu'ils ont plusieurs petits déjeuners. Et voilà, c'est une ville en fait où on a envie d'aller vivre. Donc c'est plutôt sympa. Même si, alors du coup, on verra après pendant le classement. Est-ce que finalement, comme elle ne répond pas aux critères de la ville du Larousse, est-ce qu'elle est déclassée et elle vient automatiquement 10e ou pas? On verra ça tout à l'heure. Un peu de suspense dans ce podcast. Et toi, quelle est ta dernière ville? C'est Détroit, qui est présent dans Deus Ex Human Revolution. Alors, du coup, donc c'est une ville fictive, quand même, mais du coup qui a un nom réel. Alors, donc, la ville de Détroit est l'un des lieux principaux où se déroulent les événements de Deus Ex Human Revolution. Donc, pour l'historique de la ville, dans les années 50, Détroit fut une des villes les plus riches du monde grâce à l'industrie automobile, véritable artère économique des États-Unis. Mais en 2007, passé son âge d'or, la ville vit la majorité de ses compagnies automobiles mettre la clé sous la porte. Et du coup, la ville sombra dans une pauvreté sans pareil. Puis arriva David Sarif, un jeune entrepreneur qui chercha un moyen d'améliorer le rendement de ses prothèses technologiques et souhaitant ainsi rebooster la ville de Détroit via l'industrie des augmentations. Ainsi, du coup, il racheta une vieille usine automobile et la convertit en usine d'amélioration automécanique. Puis, 2027, et du coup, là, la ville changea totalement. La ville tomba encore une fois dans un clivage, mais là, économique, important. Parce que d'un côté, nous avons les immeubles appartenant à Sarif Industries et ses partenaires, donc des bâtiments encore une fois très hauts, très technologiques, parce que Sarif Industries, c'est celui qui fabrique et fournit ce qu'on appelle les augmentations, donc qui est le cœur du jeu. Parce que du coup, dans le jeu, voilà, on peut se faire augmenter beaucoup plus facilement, avoir une meilleure vision, avoir un bras mécanique, tout ça. Donc c'est beaucoup plus banalisé. Et du coup, de l'autre, on a beaucoup d'immeubles délabrés et sous le joug des gangs de rue, encore une fois. Du coup, au sein de la ville, on peut retrouver les locaux du coup de Sarif Industries, la Lib Clinic, là où du coup on peut acheter dans le jeu des améliorations pour ses prothèses. Du coup, des améliorations de capacité pour Adam Jensen, qui est le protagoniste. On peut y retrouver un marché noir, où on peut acheter du coup des armes et des améliorations, une station de police et un convention center, donc une sorte de centre commercial. Voilà. Et du coup, il y a aussi un site de construction abandonné aux mains d'un gang de rue nommé les Derelict Row Ballers. Voilà. C'est encore une fois une ville très joyeuse. Et voilà. Donc, la particularité de cette ville, surtout, c'est, et du jeu, c'est que du coup, il y a les augmentations, en fait. Il y a Sarif Industries dedans, qui prodigue des améliorations. Et du coup, parce qu'après, t'as ce clivage dans le jeu entre les augmentés, ceux qui font le choix ou non d'avoir des augmentations, et je sais plus comment ils les appellent dans le jeu, mais ceux qui sont humains, qui sont purs, entre guillemets, qui n'ont pas eu
qui n'ont pas choisi ou qui n'ont pas voulu d'augmentation. D'accord. Donc voilà, pour cette ville. Et du coup, c'est rigolo, c'est le même principe en fait que Los Angeles dans Blade Runner. C'est-à-dire en fait, c'est une ville qui existe et avec une projection dans le futur de cette ville, qu'est-ce qu'elle deviendrait du coup. Parce que Détroit, c'est une ville qui existe et c'est vraiment une ville où l'industrie automobile était importante, qui a vraiment fait faillite. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passera en 2027 Oui, là, on se rapproche quand même vraiment de l'anticipation, parce que même avec les augmentations, enfin, on voit que c'est ce qui peut arriver dans notre futur à nous. Bon, là, c'est beaucoup plus, mais... Oui, on est un peu loin, même si du coup, pour nous, maintenant, Blade Runner, c'est le passé, mais on est un peu loin de la technologie qu'eux utilisent. On n'a pas de voiture volante, on n'a pas de réplicant, d'androïdes oui. Tellement ressemblant de l'humain qu'on ne sait pas si c'est un humain ou pas. On en est loin. Voilà, c'est ça. Ouais. Eh ben voilà, on a fini notre liste de 10 éléments. Ouais. Donc, on va les redire du coup, je vais redire rapidement. On a Gotham City, on a Rapture, on a San Angeles, on a Dumwall, on a Hill Valley, on a City of Glass, on a Los Angeles en 2019 dans Blade Runner, on a Columbia, on a Hobbitbourg et on a Détroit en 2027 dans un jeu dans Deus Ex, c'est ça? Deus Ex, ouais. Human Revolution. Je sais pas, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Ok. Alors, je pense que c'est l'heure de la deuxième partie. Maintenant, on va pouvoir classer ça. Du coup, le premier classement, c'est entre Gotham City et Rapture. Alors, on a, comme d'habitude, pas du tout préparé les éléments de comparaison. Il y en a certains qui sont dessinés pendant nos présentations. A priori, le taux de criminalité, la joie de vivre dans la ville devrait jouer. Rapture, il y a eu une guerre civile, tout ça, par rapport à la non-gestion des trucs, et que du coup, quand on arrive dans le jeu, on voit que tout est délabré, il y a quasiment plus personne, et la plupart des gens, ils sont devenus fous parce qu'ils veulent des plasmides, ils veulent être augmentés génétiquement. Du coup, la plupart des gens qu'il y a, c'est même plus des humains, c'est du coup les ennemis qui combattent dans le jeu. Donc, c'est vrai que niveau joie de vivre, elle égale, je pense, Gotham City. Alors, du coup, les gens sont... en tout cas, dans la version... si on passe vraiment sur la version du film de Tim Burton, là, sur les deux films, les gens, c'est mal famé, il y a des super vilains, mais on n'a pas des zombies, quoi. Ouais. Les gens sont... Oui, voilà. Donc, je pense que, étonnamment, on est un peu plus haut en joie de vivre. Peut-être qu'en criminalité, c'est pas terrible, parce que du coup, on a quand même deux représentations. On a le Joker et le Pingouin. Donc, en termes de criminalité, on est plutôt bien. C'est vrai. Criminalité de haut vol, on est sur du top criminel. Mais en joie de vivre, je me dis que les gens sont un peu mieux à Gotham City. Oui, ils peuvent sortir. Voilà, ils peuvent sortir, se balader. Bon, alors, sauf si t'es les parents de Wayne, tu sors pas te balader derrière un cinéma parce que tu te fais tirer dessus. C'est vrai. Et du coup, en plus, il y a le service public à Gotham. Voilà. Avec Rapture, non, du coup, ça c'est le principe de sans service public, en gros. Du coup, j'aurais mis Gotham City en premier. Oui, je pense. Ouais. Bizarrement. Oui, bizarrement. Surtout qu'un des critères principaux, c'était la joie de vivre. Oui. Et que bon, c'est pas vraiment la première chose à laquelle je pense quand je pense à Gotham. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on... Ensuite, du coup, on va mettre Dumwall. Alors là, en termes de criminalité, de ce que je me rappelle de ce que tu as dit, c'est encore pire. Oui, là, c'est vraiment pas une ville agréable. Là, voilà. Vraiment. Je veux dire, c'est soit tu fais partie des... soit il y a vraiment les aristocrates qui consomment toutes les ressources et qui vivent dans la décadence la plus complète, soit tu fais partie des gens totalement délaissés. Là, vraiment, sur le coup, tu peux pas sortir. En plus, c'est une partie de la ville qui est inondée. La ville est infestée par la peste. Là, voilà, niveau joie de vivre... Du coup, je me rappelle plus, ça passe à peu près à quelle époque, quel type d'époque? Parce que peut-être qu'on peut se donner aussi comme critère de choix la technologie. On va voir si
technologiquement c'est avancé ou pas, enfin, ou même avancé par rapport à l'époque. Hein, parce que c'est sûr que en fait, on est sur de la technologie basée surtout. En fait, c'est un peu ambiance steampunk, révolution industrielle, donc t'as un peu des trucs à vapeur. Mais en fait, tout est surtout alimenté par l'huile de oui, baleine. Voilà, c'est ça, c'est l'huile de baleine. Ah, alors du coup, est-ce que. C'est un peu comme si la vapeur avait remplacé l'huile de baleine. D'accord. Pour, voilà, le côté. Ok. Donc, je sais pas où ça va jouer, mais. Je me dis que c'est pas mal, tu vois. Du coup, il y a quand même une avancée. Et puis, ça permet aussi dans l'univers de la ville, là, de placer quelque chose de différent. Quoi. Oui, ok. Bon, après, si on se base sur le fait d'aller vivre là, a priori, c'est celle où on a le moins envie d'aller vivre. Quoi. Oui, là, vraiment, on en dit. Donc, est-ce qu'on la mettrait pas en dernier pour l'instant ? Oui, du coup, oui. Alors, maintenant, on va rajouter San Andreas. Là, on est bien sur la joie de vivre. Là, on est bien, c'est beau, tout le monde est gentil. Bon, après, comme on a dit, il y a certains problèmes. Il n'y a qu'une seule chaîne de restaurants. Voilà. Donc, tu peux aller qu'à Pizza Hut ou... je crois que c'est... En anglais, c'est pas Pizza Hut, je crois que c'est Taco Bell. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, mais comme... quand le film est sorti en 93, et je pense même maintenant, on connaissait pas assez Taco Bell en France. Ben non, du coup. Donc du coup, nous, on a droit à Pizza Hut parce qu'il y avait pas mal de Pizza Hut à ce moment-là en France. Mais du coup, où est-ce qu'on met ça ? Alors, en termes de sécurité, on est bien, à part quand il y a Simon Phoenix qui arrive, mais... Voilà, oui, on est bien, oui, voilà. Voilà, mais sinon, on est plutôt bien, quoi. Même les gars qui sont en bas, là, sous terre, dès qu'ils font un graffiti, il y a des systèmes anti-graffiti qui les enlèvent. Oui, voilà, enfin après, faut pas être les mecs qui vivent en dessous, quoi. Faut pas être les mecs qui vivent en dessous. Effectivement, il y a cette partie-là aussi, les mecs qui vivent en dessous, qui vivent... Alors, ils sont quand même plutôt contents, ils ont l'air d'être plutôt contents, ils ont envie juste d'aller à la surface, quoi. Et pouvoir être plutôt libres, mais leur vie en dessous, ils ont quand même des rats burgers. C'est vrai, oui. Du coup, où est-ce qu'on la met ? Est-ce que... Alors... Bon, en termes de joie de vivre, c'est la première, c'est sûr. Même avec leurs gens qui vivent dans les égouts, hein. Je pense que ça reste quand même plus sympa à vivre pour en tout cas une bonne partie de la population que même que Gotham City, quoi. Qui pour l'instant est première en joie de vivre. Oui. En termes de criminalité, sur la criminalité, on est... c'est eux qui ont le plus bateau de criminalité, parce que grosso modo, ils ont un criminel. Oui, voilà. Ouais. Voilà. En termes de technologie, ils sont haut placés aussi. Oui, c'est vrai. Mais après, au niveau... je sais pas, parce qu'en fait, moi, j'aime bien le concept de enfin, c'est comme une... Parce que Rapture, c'est quand même une ville sous-marine. Enfin, c'est quand même un truc... au niveau de l'avancée technologique, il y a quand même un effort, enfin, pas un effort, enfin, il y a quand même quelque chose qui a été fait. Je pense que du coup... comment ça s'appelle ? San Andreas, c'est une ville, elle est trop parfaite. C'est trop, il se passe trop rien, quoi. Ouais, oui, c'est voilà. ça, ouais. On voit bien d'ailleurs que le personnage de Sandra Bullock, j'ai oublié, je sais plus comment elle s'appelle, Lena Luxley, je crois. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait de l'action, qu'il se passe un peu des trucs, parce que il se passe rien en fait. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de, Oui, non, vraiment, il n'y a rien. Ouais. Donc en tout cas, pour ceux qui vivent en haut, il se passe pas grand-chose. Donc effectivement, je pense que je la mettrais aussi, enfin, je sais pas si c'est ce que tu veux faire, mais en dessous de Rapture. Après, Dumwall, là, ça a l'air vraiment être galère quand même. Hein. T'as pas envie d'y vivre, il y a là-haut. Ouais, non. Donc... Non, vraiment pas. Donc allez, on va mettre ça là pour l'instant. San Andreas, du coup, pour l'instant, est 3e. Ensuite, du coup, on est à City of Glass. City of Glass, j'ai l'impression de comprendre. City of Glass, c'est la ville qui vole, c'est ça ? Ouais, non, ça c'est Columbia. Ah, c'est Columbia, pardon. Alors du coup, City of Glass, je la remets pas. Mais City of Glass, c'est celle... c'est celle qui est dans Mirror's Edge, c'est celle qui en apparence aussi fait un peu comme San Andreas, hein. Enfin dans le sens où c'est beau, c'est joli et tout, sauf que du coup c'est très totalitaire et... Ah oui, ça oui, c'est vrai, effectivement, quand on a parlé, je me suis dit en fait ça ressemble vraiment à San Andreas, étonnamment en plus on en a parlé l'un après l'autre. Donc je pense qu'il faut qu'elle soit collée.
Donc soit au-dessus de San Andreas, soit juste en dessous. Parce que ça se ressemble beaucoup. Après, il se passe des trucs quand même dedans. Parce qu'il y a les messagers, du coup, qui... Enfin, du coup, il se passe quand même des choses. Il se passe pas rien du tout, quoi. D'accord. Est-ce que c'est plus fun de vivre à San Andreas où il y a 3 coquillages ou à City of Glass, d'après toi? Alors, j'ai du mal parce que, effectivement, City of Glass, moi, j'ai pas joué au jeu. Je vois à peu près un peu les visuels du truc. Moi, je préférerais vivre à City of Glass. Parce que, en tant que messager, c'est quand même mieux de vivre à City of Glass. Eh ben voilà, regarde, on fait ça. On va mettre City of Glass en dessous de Rapture. Donc oui, a priori, sur le concept, les deux avaient l'air assez ressemblants sur le fait de dire tout est lisse, mais il y a quelque chose qui se trame en dessous. Oui, voilà, c'est ça. Et donc je pense que c'était logique qu'elle soit à côté. Et voilà, je dis que c'est plus sympa de vivre à City of Glass que à San Andreas. Ouais, faisons ça. Là, ça risque d'être compliqué. Il faut rajouter Hill Valley. Où est-ce qu'on... Je pense qu'elle va déjà niveau joie de vivre. Voilà, niveau joie de vivre. Alors niveau technologie, le truc c'est que quand j'ai parlé de Hill Valley, j'en ai parlé sur 4 ou 5 époques si on compte 2 fois 1985. Et l'intérêt c'était justement l'évolution de Hill Valley, de l'avoir de pauvres villages. Alors au départ effectivement c'était pas une ville, en 1885 c'était juste c'était 3 bicoques là au milieu du Far West. Et après c'est devenu une ville, mais c'est la seule ville où on peut vivre normalement déjà. Oui voilà, on peut vivre normalement quasiment. A priori, voilà, à part un convoi de terroristes libyens de temps en temps. Voilà. Oui mais bon, ça se passe. Voilà. Si tu vis pas trop proche de chez Doc, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Ça devrait aller. Sauf en 1985 alternatif où là c'est la galère, mais c'est pas la... C'est qu'une exception. Donc en termes de joie de vivre, on est bien. Criminalité, on est plutôt bien. Technologie, du coup, en 2015, sur la technologie qu'ils ont inventée, c'était plutôt fou pour 1985. Et des technologies qui existent maintenant en vrai. Voilà. C'est-à-dire que l'écran, l'overboard, on a quelque chose qui ressemble à peu près. On a les chaussures à lassage automatique. Elles existent en vrai. Voilà. Je savais pas. Ok, ouais, Du coup, est-ce qu'on la mettrait pas tout en haut? Est-ce que de manière... Je pense que vraiment, c'est la seule ville normale. Voilà. Est-ce que de manière totalement objective, c'est la meilleure ville pour... Oui, je pense. Hill Valley. J'ai envie d'aller vivre à Hill Valley. Ensuite, Columbia. Columbia, c'est là la ville qui vole. Et c'est là technologiquement, elle est pas super... ça avait l'air cool. Oui. Du coup, c'est une ville qui peut... En fait, attends, ce que j'avais lu, c'est qu'elle peut se déplacer... elle peut se déplacer en plus. Je crois qu'elle pouvait se déplacer par des points relais un peu. D'accord. De manière secrète, entre guillemets. C'est secrète que peut être une ville volante. Oui, c'est discret. Oui. Et en plus, elle passe dans des branches temporelles, dans des failles temporelles. Ça aurait pu être une représentation du voyage dans le temps et dans l'espace. Elle aurait pu. Elle se déplace et elle va dans le temps et dans l'espace. C'est vrai, mais j'ai pas pensé. Du coup, honnêtement, elle est très jolie. C'est très joli. C'est pas mal, c'est déjà un bon point. Mais après, c'est pas une ville sympa. C'est pire que Rapture, je pense. Pire que Rapture, mais sur les villes pas sympas, est-ce que c'est pire que Dunwall, qui pour l'instant est dernière du classement? Non. Donc, admettons alors. Du coup, c'est joli. Non, mais je préfère l'esthétique de Dunwall, du coup. D'accord. Je préfère l'esthétique victorienne, tout ça. Oui, là, du coup, c'est... Moi, je préfère ça. Du coup, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette ville-là? Parce qu'il faut bien qu'on la cale quelque part. Je la mettrai en dessous de Rapture, ça c'est sûr, je pense. Alors, moi, je suis quand même pour qu'on garde le binôme City of Glass San Andreas, là. Oui. Donc, est-ce qu'on la met en dessous de ça et au-dessus de Dunwall dans tous les cas? Ou est-ce qu'on la met en dessous de Dunwall? Et du coup, je la mettrais en dessous de Dunwall parce que...
Donc tu trouves qu'elle est moins bien que cette ville où... Oui. Oui, parce que dans Dunwall, enfin après c'est aussi le jeu qui fait, c'est-à-dire que dans Dunwall il y a ce côté parcours et on peut la parcourir. Oui. On peut vraiment la parcourir, on peut éviter on peut choisir d'éviter les portails électriques, du coup en passant par les endroits un peu secrets et tout. Et puis l'ambiance du jeu est vraiment... Enfin du coup je préfère Dunwall. En fait, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure sur les films, en fait, de ce que j'en comprends sur Dunwall, la ville c'est une sorte de personnage, c'est un élément important parce que du coup tu vas t'en servir dessus, alors que sur certains jeux c'est un élément du jeu qui est là, mais Oui. tu n'interagis pas spécialement avec la ville en fait. Ça. Là dans Dunwall ou dans... Columbia, du coup, sur ce point-là, elle sert beaucoup plus. Enfin, elle sert beaucoup plus ce point-là que Dunwall, parce que du coup, dans BioShock. Est-ce que du coup, on met Columbia au-dessus ou en dessous alors ? En dessous, c'est-à-dire en dessous, on la met en dessous. Alors, maintenant, on a Los Angeles en 2019 dans Blade Runner. C'est vrai qu'elle est pas mal cette ville. Alors, elle est pas mal. voilà. Alors on n'a pas trop en- parlé de la criminalité ou pas. Enfin, il y a l'air d'avoir quand même des quartiers. Il y a des quartiers un peu miteux, hein, des sortes. Voilà, il y a des beaux quartiers. Quand ils se baladent dans la ville, c'est une ambiance particulière. Comme je dis, c'est une ambiance de film noir. Donc, puis il y a des races extraterrestres. Enfin, c'est dans le futur, donc c'est. Les gens ont des looks super bizarres. C'est un peu oppressant, je trouve, des fois. Est-ce que je n'arrive pas à me rappeler, est-ce que la population est si dangereuse que ça ? Enfin, la population générale, quoi, parce que finalement, il y a les réplicants, ils sont pas tous très sympas. Dans mes souvenirs, ça a pas l'air d'être une ville réputée ultra dangereuse. Oui, dans les miens non plus. Ouais. Par contre, alors, elle a un désavantage, je pense que c'est quand même une des villes qui aura un impact important sur le reste de la science-fiction après le film. Je pense qu'elle va haut, Ouais. du coup, quand même. Hein. Je pense qu'elle va... Est-ce qu'elle va en dessous de Gotham Ouais. Je sais pas. Ouais, peut-être. Est-ce qu'au-dessus ou en dessous de Gotham, quoi ? Je pense qu'on va rester sur Hill Valley en premier pour l'instant. Moi, je préfère, je pense, le Los Angeles 2019, parce que ce que je me souviens, c'est vraiment... l'esthétique est vraiment bien. C'est beau. Ouais, le côté... non, c'est super beau. Le côté, même quand ils mangent... la scène où ils mangent... je sais plus... Ouais, ils mangent ils mangent pas dans la rue, mais... Là, je me rappelle, ça m'avait pas mal marqué. Donc, rien que pour ça, moi, je sais que je la mettrais au-dessus voilà. de Gotham. C'est ça. Du coup, je la mets... Mais jamais en dessous de Hill Jamais Valley. en dessous de Hill Valley. Hill Valley va gagner, c'est clair. Il y a pas de... En fait, c'est triché, parce que dès que je donne un élément qui est dans Retour vers le futur, il va aller forcément très haut. Voilà, C'est dur de... Ouais. C'est dur de battre Retour vers le futur. Du coup, alors, Détroit. Où est-ce qu'on va mettre Détroit ? Détroit, alors au niveau de l'esthétique, c'est vraiment bien aussi ce qu'ils ont fait là. Et puis en plus, là, du coup, c'est vraiment la ville où il y a les augmentations de David Sarif. Bon, c'est pas une ville... elle est un peu plus sympa parce que la classe moyenne, il y a quand même des entraides, un peu. Il y a un semblant de vie normale. Ouais. Après, voilà, du coup, la classe moyenne, elle s'entraide pour trouver des ressources... c'est un peu le même truc que Dunwall, mais en moins extrême. Je la mets, je sais pas. Alors, par rapport à Rapture, qui est un peu j'ai l'impression notre maître étalon, savoir est-ce qu'on met au-dessus ou en dessous déjà. Est-ce que tu la mettrais au-dessus ou en dessous ? Je pense que je la mettrais au moins au-dessus de Dunwall. En dessous de Rapture, parce que je préfère quand même The City of Glass, vu qu'on a... Juste au-dessus de Dunwall ou juste en dessous ? Du coup, moi, j'ai pas joué, j'ai vu un peu des... j'ai dû voir un peu de l'esthétique du truc, mais... donc, je mets en dessous de Los Angeles, Oui. Détroit, hop là. Après, ça reste quand même subjectif. Hein. Oui, mais après, c'est ce que tu as dit aussi plusieurs fois déjà dans les autres podcasts. Se dire,
quand c'est un film, bah, ça dure 2 heures, 3 heures, des fois plus. Quand il y a le Seigneur des Anneaux, c'est très très long. Mais quand c'est un jeu, en fait, tu t'appropries le truc. Et là, c'était sur des items. T'avais les armes la dernière fois, où t'avais des machines pour voyager dans le temps. Du coup, tu les appropries parce que tu les joues. Et là, c'est pareil, tu vas t'approprier la ville. Surtout, il y a beaucoup de villes, de ce que tu nous as donné, où c'est une part importante. C'est pas juste un décor en disant, bon, dans une ville lambda, on s'en fiche. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est un peu... Alors, parce que pour une ville dont t'as pas parlé, parce que tu pars toujours à contre-courant des trucs, mais si on prend les villes de GTA, n'importe lesquelles que ce soit, il y en a plusieurs de villes dans GTA, mais une grosse partie de l'intérêt du jeu, c'est la qualité de la ville. Non, si t'as une ville pourrie, où il se passe rien, où la ville est pas très jolie, où elle est pas très étendue, bah le jeu est pas top, quoi. Et même dans les premières versions de GTA, la version sur PS1, pour le coup, là j'ai joué. J'ai joué un peu d'autres, mais voilà. Mais c'était en vue du dessus, pixelisé, voilà. Mais t'avais envie d'être dans cette ville et elle, pour l'époque, du coup, c'était un parti pris en plus artistique de faire ça parce qu'on pouvait déjà faire mieux. Mais t'avais envie d'être dans cette ville. Ils ont dit en fait, pour avoir une ville étendue où il se passe plein de trucs, on va mieux le faire comme ça plutôt que de faire une ville moche en 3D de l'époque où ça aurait pas fait très joli. Là ils ont fait ça et la ville est vraiment cool. En fait, t'as envie de te balader dans la ville, il se passe plein de trucs, il y a même des secrets, et pourtant t'as des pixels qui bougent, quoi. Clairement c'est ça, hein. Donc voilà. Donc non, c'est important la ville, et puis comme tu l'as déjà dit toi, on s'approprie en fait dans les jeux vidéo, tu te l'appropries, alors que dans les films, bah juste t'observes, quoi. T'observes les films, tu te l'appropries après parce que tu l'as vu plein de fois ou parce que t'as vu d'autres choses, tu vois, parce que t'as lu des BD, parce que t'as lu des romans, parce que voilà, tu peux t'approprier ça, mais dans les jeux, tu te l'appropries, et en plus, dans pas mal de jeux dont tu as cité, c'est vraiment un élément du jeu, quoi. C'est-à-dire que tu te balades dans la ville et sur les murs de la ville, et voilà. Donc notre dernière ville et du coup village, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que du coup c'est déclassé et on le met en dernier ou pas ? Honnêtement, je sais pas trop. Après, c'est vrai que ça rentre pas trop dans la ville. Alors effectivement, c'est pas une ville. Après, c'est sûr, il n'y a pas 2000 hobbits, je pense. Non, je pense pas qu'il y ait 2000 hobbits. Je pense pas qu'il y ait 2000 hobbits. Je sais, après, ils travaillent, mais c'est pas forcément... je pense que déjà, le travail des hobbits est quand même... plutôt tranquille, c'est vrai que... Bon. Voilà, plutôt tranquille. C'est des paysans, quoi. Ouais. Donc, ils ont pas un travail de paysans. Je veux pas dénigrer les paysans. Mais c'est... Après, ils ont une vie à la ferme. Voilà, ils ont la vie à la ferme, ils cultivent leur jardin, machin, et... Après, c'est vrai que c'est pas le même modèle économique capitaliste. Ah non, ils ont pas de villes. Ils sont pas voilà, ils sont pas sur de la rentabilité, ouais, ça non. Donc voilà. Ouais, ils sont plus en mode, nous, on suit le rythme de la nature. Voilà, le rythme de la nature. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Effectivement, par rapport à ta définition de départ, je me dis qu'en fait, ça rentre pas dans les critères, et que là, je me suis planté, et que du coup, ça devrait aller en dessous. Bon, en fait, je me dis que, du coup, comme on part sur l'histoire de ville, si je le fais rapidement, et tu me dis ce que t'en penses, mais si je le fais rapidement en prenant à peu près les critères qu'on a pris, je pense que déjà, en fait, automatiquement, ça va aller très bas. Parce que technologiquement, il n'y a rien. Comme j'ai dit, c'est des paysans, donc ils n'ont pas de... Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de truc. Voilà. Donc là, techniquement, ils vont aller bas. Alors, au niveau de la sécurité, là, ils sont bien. Hein, c'est vraiment paisible. Là, tu as vraiment envie d'y vivre, tu es tranquille. Okay, donc la criminalité, c'est très bas. Et voilà. Ça va monter. Okay. Après... sur la technologie, donc je disais pas grand-chose. Sur la beauté, alors oui, c'est beau. Après, on le découvre pas. C'est super beau. En fait. C'est super beau, mais c'est super beau parce qu'en fait, on voit pas tant que ça la ville, et que la ville elle est intégrée dans les monts, dans les sortes de petites collines qu'il y a.
Non, donc c'est beau parce qu'en fait c'est de la nature, c'est de la végétation. Du coup j'aurais peut-être tendance à me dire en fait non, c'est pas vraiment une ville, c'est un village. Ça n'a pas forcément tous les aspects de la ville, sur tout ce qu'on a dit avant en fait quand on a décrit nos villes. Ouais. Bon, on le met tout en bas. On le met tout en bas, voilà, parce que du coup il est déclassé, quoi, on va dire ça. Il rentre pas tout à fait dans le thème, à peu près, mais pas complètement, donc du coup on va faire ça. Alors du coup, pour refaire un point sur le classement, on a Hill Valley en premier, Los Angeles en 2019, Gotham City, Rapture, City of Glass, San Angeles, Détroit en 2027, Dumwall, Columbia et Hobbitbourg, du coup, qui a été déclassé. Voilà. Et pour ce classement, je pense qu'on peut passer aux recommandations et à la présentation de l'épisode suivant. Alors, de quoi va parler cet épisode suivant ? Alors cet épisode suivant, on va parler du coup des enfants et du coup de la représentation des enfants et peut-être même de l'enfance dans les jeux vidéo et le cinéma. Voilà, donc pas les ados. Il y aura sûrement, si ça continue, un épisode avec les adolescents. Mais là, c'est vraiment des enfants, des jeunes enfants. Alors, j'ai essayé rapidement de trouver une recommandation qui pourrait avoir lieu avec des villes. J'en avais pas spécialement, en fait. Du coup, je suis passé sur complètement autre chose, et ça s'appelle les chefs-d'œuvre de Lovecraft en manga. Du coup, donc Lovecraft est un auteur de science-fiction fantastique plutôt, horrifique. Du coup, il y a un auteur qui s'appelle Gutanabe, je crois, de mémoire, qui a décidé en fait de refaire tous ces romans en manga. Et donc il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis, dont Les Montagnes Hallucinées. C'était le premier tome qui était en 2 parties et d'autres en fait. Et ça permet de découvrir l'œuvre de Lovecraft que moi je n'avais jamais découverte avant, et qui pourtant est quelque chose de... c'est reconnu et c'est un pilier important de l'œuvre fantastique. Et ça permet de découvrir cette œuvre-là, donc grâce au manga. Mais il y a quand même un peu la notion de ville, du coup, dans ces mangas. Oui, il y a des notions de ville, puisque il y a notamment des villes très anciennes, parce qu'il y a un culte, il y a différents cultes avec les anciens, etc. Donc du coup, il y a des très anciennes villes, mais... comme à chaque fois, les protagonistes qu'on voit, en fait, eux découvrent ces villes, elles sont vides, en fait. Et du coup, il y avait rien. Voilà. Donc oui, il y a cette notion de ville, mais voilà, je vous encourage. En plus, les tomes du manga sont vraiment magnifiques, visuellement, dans votre bibliothèque. Ça fera en plus très beau, en plus d'être vraiment sympa. C'est vraiment très beau. Donc, voilà, je vous encourage à aller... et puis du coup, si vous pouvez aller acheter des livres... Maintenant, on a le droit de sortir acheter des livres. Donc sortez, allez dans vos librairies et allez acheter des mangas et les chefs-d'œuvre de Lovecraft. C'est vraiment très bien. Voilà. Alors moi, pour cette semaine, pour cette recommandation, je vais vous parler d'une série que je suis en train de regarder en ce moment, à défaut d'avoir trouvé un ouvrage ou une vidéo ou quoi que ce soit, ou une musique en rapport avec le thème de cet épisode, parce que j'ai rien trouvé. Du coup, je vais vous recommander Jackie Chan Adventures, qui est une série d'animation doublée entre autres par Jackie Chan, où il y a 5 saisons. Ça a été produit entre 2000 et 2005, il me semble. 2000 et 2004 plutôt, du coup. Parce que chaque année, voilà, à partir des années 2000, enfin de l'année 2000 même. Du coup, pour l'histoire, en gros, c'est Jackie, son oncle, sa nièce et l'apprenti de l'oncle qui, en fait, vivent des aventures qui sont en rapport toujours plus ou moins avec les talismans. Donc les talismans qui représentent... il y a 12 talismans qui représentent... qui représentent les signes astrologiques chinois. Ça se laisse bien regarder. Moi, je regarde tout en anglais, au moins je profite de la VO de chacun des acteurs et actrices, je préfère.
Et je profite bien évidemment du très mauvais accent anglais de Jackie Chan. Je me rappelle l'avoir vu quand ça passait à la télévision, et de mémoire, à la fin de chaque épisode, il y a une intervention de Jackie Chan, non ? Où il parle, et du coup, il y a je sais pas, il montre un aspect positif de ce qui vient de se passer, ou une réflexion positive de Jackie Chan. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Voilà, rien que pour ça, il faut regarder la série. Voilà, je savais pas trop de quoi parler, du coup, parler de Jackie Chan. Voilà, c'est toujours bien de parler de Jackie Chan. Et donc voilà, je pense que là, l'épisode est fini. Donc, on vous remercie de l'avoir écouté. On espère qu'il vous a plu. Vous pouvez en parler autour de vous. Le diffuser massivement. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc on a Facebook et Twitter. On va essayer de créer un compte Instagram, mais il faut que je le fasse. Il faut que je prenne du temps pour faire ça. Voilà, et être un peu plus actif sur les réseaux pour vous parler de ce qui nous plaît aussi, et donc des jeux vidéo, du cinéma. Et pour pouvoir en parler un petit peu sur les réseaux, ça peut être sympa. Voilà, et du coup, vous pouvez nous retrouver directement sur YouTube en marquant Give Me 5 Podcast, ou sur SoundCloud en marquant Give Me 5. Et vous déroulez un petit peu la liste, et normalement, vous devriez nous trouver. Eh bien, écoutez, merci, et à bientôt. Alors tu me dis quand on peut commencer. J'étais prêt dans le ventre de ma mère.